Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et après avoir testé récemment la RTX 2070 Super, je m'attaque maintenant à la RTX 2060 Super avec une référence qui nous vient de chez Gigabyte, la Gaming OC 8Go. Parallèlement au lancement d'AMD avec leurs processeurs Ryzen 3000 et cartes graphiques AMD RX 5700 et XT, Nvidia a lancé une nouvelle gamme de cartes graphiques qui s'appelle Super. D'ailleurs, ce nom Super est assez marrant puisqu'il encourage fortement à faire des jeux de mots qui sont très faciles et parfois marrants à faire. Mais pour Nvidia, c'est aussi intéressant d'avoir un nom sur lequel on peut faire beaucoup de jeux de mots puisque ça va forcément rentrer dans les esprits plus facilement. Bref, avec cette nouvelle série, on a donc des RTX 2060, 2070 et 2080 Super. La 2080 Ti Super n'est pas prévue, pour l'instant en tout cas. Bien que la RTX 2070 Super et 2080 Super vous remplacez leur version classique, la RTX 2060 Super ne va pas remplacer la RTX 2060, mais bien s'ajouter au catalogue, puisque vous le verrez plus loin, la RTX 2060 Super équivaut quasiment à une RTX 2070 classique. RTX 2070 classique qui est donc remplacée par la version Super, et ainsi de suite. Nvidia estime un gain moyen de 15%, allant même jusqu'à 22% sur cette version RTX 2060 Super. Cette carte graphique Gigabyte se trouve d'ailleurs actuellement à un prix de 459,95 € sur le site LDLC, je vous mets le lien dans la description. Et elle est vendue actuellement en bundle avec le jeu Control et également le nouveau Wolfenstein Youngblood. Nous pourrons aussi la trouver sur Amazon, en revanche à des prix un peu plus élevés pour l'instant, allant de 500 à 600 € selon les revendeurs. Mais je vous mets également les liens dans la description si vous préférez passer par là. A titre de comparaison, la RTX 2060 classique est vendue à un prix de 427 €, toujours chez LDLC. A noter également que la RTX 2060 Super Founders Edition est vendue à un prix de 424 € et la 2070 Super Founders Edition à un prix de 529 €. Donc concrètement, la RTX 2060 Super de chez Gigabyte, selon le prix, selon où vous l'achetez, n'est pas forcément bien moins cher que la RTX 2070 Super, et donc c'est une chose à prendre en compte parce qu'avec pas grand chose on peut éventuellement passer d'une 2060 Super à une 2070 Super. Avant d'aller plus loin, voici le détail de la configuration test que nous avons utilisée. Un processeur Intel Core i7 8700K sur une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, un SSD Crucial MX500 d'une capacité de 500 Go. L'alimentation utilisée est une Be Quiet Straight Power 11 850 watts, un IO Be Quiet Silent Loop de 240 mm, avec un kit mémoire Corsair LPX 2x8 Go en 2400 MHz. Faisons rapidement le tour du packaging. Sur le carton, la face avant présente le logo de l'œil mécanique de Gigabyte. Nous y retrouvons aussi la référence et principale technologie utilisée. L'arrière est bien plus explicite avec quelques images de la carte pour illustrer diverses technologies comme le refroidissement et le RGB. Quant au bundle, très sommaire, nous avons seulement un guide d'utilisateur rapide ainsi que le CD d'installation des drivers et logiciels. Visuellement, le design de cette carte graphique ne nous est pas inconnu puisque nous l'avions déjà sur la carte graphique GTX 1660 Ti que nous avions testé juste là. Nous avons donc le système de refroidissement avec 3 ventilateurs de 80 mm à rotation alternée. À l'arrière, nous avons une backplate simple noire avec le logo Gigabyte qui est au centre. Nous retrouvons à l'extrémité droite de la carte les deux portes d'alimentation en 6 plus 8 pins et au centre de cette tranche nous avons le logo Gigabyte qui est bien évidemment RGB. Quant aux caractéristiques techniques, nous avons ici 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 000 MHz sur un bus de 156 bits. La fréquence du GPU atteint les 1815 MHz avec le GPU Boost. Le TDP annoncé est de 250 watts et l'alimentation se fait donc via deux ports 6 plus 8 pins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant à la connectique, nous avons 3 ports DisplayPort, un port HDMI 2.0B et un USB type C. Mais en pratique, qu'est-ce qui change entre la RTX 2060 classique et la RTX 2060
Super. Tout d'abord, nous passons de 6 à 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 256 bits, alors qu'auparavant on était sur un bus à 192 bits. La bande passante de la mémoire passe donc de 336 Go à 448 Go. Le PCB passe maintenant à celui que nous avions sur la RTX 2070, donc une mini upgrade du GPU aussi, qui passe du TU106 300 au TU106 410. Le nombre de coups d'accord augmente, passant de 1920 à 2176. Les cœurs Tensor augmentent également, passant de 240 à 272. Les unités de texture passent de 120 à 136. Nous passons aussi de 5 à 6 GHz. Bref, on a un petit peu tout qui augmente niveau puissance et capacité. L'architecture Turing que nous avions déjà via les premières RTX nous propose désormais du GPU Boost 4.0. Je ne sais pas si vous savez ce que ça implique réellement, je vais donc vous le réexpliquer rapidement, sachant que j'avais déjà fait dans la vidéo de la MSI RTX 2070 Super, donc si vous êtes des bons abonnés, vous connaissez déjà toute cette partie. Tout le monde le sait donc, GPU Boost sert, comme son nom le dit, à booster le GPU donc au niveau des fréquences, mais aussi à contrôler dans un sens la température. Pour expliquer tout ça, on va d'abord venir sur la version 3.0 qu'il y avait donc avant l'architecture Turing. Il faut savoir qu'à partir d'un seuil de 37 degrés Celsius et ensuite tous les 5 degrés Celsius, on va perdre un bin. Un bin équivaut à 13 MHz environ, et donc plus la carte va chauffer, plus la carte va diminuer sa fréquence. Ceci afin de contrôler la température, puisque forcément la fréquence a un rapport direct avec la tension et donc la température. Donc la carte va automatiquement baisser la fréquence pour réussir à maintenir, voire baisser sa température pour ne pas atteindre le seuil maximum, seuil que la carte va forcément tout faire pour ne pas atteindre. Et ces seuils, donc à partir de 37 degrés et tous les 5 degrés, ne sont pas modifiables. Et c'est justement là que la version GPU Boost 4.0 va changer les choses, puisque maintenant ces seuils sont modifiables, toutefois dans une plage acceptée par Nvidia. Mais attention, un bin change de valeur, on passe de 13 à 15 MHz environ. Ce qui explique la nécessité d'avoir un bon système de refroidissement, puisque par exemple, une version blower va chauffer beaucoup plus facilement et donc baissera beaucoup plus vite en fréquence qu'une carte ayant un bon système de refroidissement. Parlant du système de refroidissement, ici nous avons donc le système WindForce 3X, qui va donc allier 3 ventilateurs de 80 mm à rotation alternée. En effet, le ventilateur du centre va tourner dans le sens inverse des deux autres, et ceci va permettre de minimiser les turbulences que causent 3 ventilateurs qui tournent dans le même sens. Et donc, ceci va améliorer le flux d'air. Nous avons aussi la technologie 3D Active Fan, donc le mode semi-passif. À un certain seuil de température, les ventilateurs vont simplement arrêter de fonctionner pour rester dans un silence total. Cette carte est bien évidemment RGB, mais seulement au niveau du logo sur la tranche, donc le logo Gigabyte, et on pourra donc contrôler les effets et éclairage via le logiciel Gigabyte RGB Fusion 2.0, et on pourra donc aussi le synchroniser avec d'autres composants et ou périphériques compatibles. On va maintenant passer au benchmark de la carte graphique, donc avec des benches de chez UL Benchmark, 3D Mark, TimeSpy, Firestrike, mais aussi Furmark par exemple. On va le passer sous des jeux, Project Cars 2, Assassin's Creed, Far Cry, Battlefield. Les benchmarks, quand c'est possible, sont réalisés avec les outils intégrés, comme dans Far Cry 5 ou Assassin's Creed Origins, et quand ce n'est pas le cas, on utilise simplement Fraps pour relever les FPS. Les réglages sont bien évidemment poussés au maximum. Nous allons tester bien sûr les jeux en 1080p, 1440p et enfin 2160p. Sous Firestrike ici, on peut constater que notre RTX 2060 Super est au niveau de la RTX 2070 classique que nous avons testé. En OC, nous dépassons même les scores stock de la RTX 2070. Sous TimeSpy, un score graphique de 9062 points est atteint, et avec notre overclocking de plus 50 MHz pour le GPU et plus 950 MHz pour la mémoire, nous passons à 9835 points. Sous TimeSpy Extreme, nous passons de 4195 points à 4602 points avec l'overclocking. Ici aussi, nos scores OC sont supérieurs au score stock de la RTX 2070. Sous Furmark, nous constatons ici qu'à fréquence stock, la RTX 2060 Super
talonne de très près la 2070 classique. Une fois la 2060 Super OC, nous dépassons les valeurs stock de la 2070 là encore. Sous le benchmark Port Royal permettant de bencher les performances de la technologie Nvidia Ray Tracing, notre carte graphique obtient un score de 5090 points, passant à 5528 points avec notre overclocking. Notre moyenne applicative nous place cette carte RTX 2060 Super Gaming OC de chez Gigabyte juste un poil sous la RTX 2070, ce qui confirme la stratégie de Nvidia visant à remplacer la 2070 par la 2070 Super, la version classique se faisant remplacer par la 2060 Super en termes de performance. Pour tester le système de refroidissement, nous avons lancé le benchmark intégré au jeu Assassin's Creed Origins. La température maximale atteinte par la carte graphique est relevée via le logiciel MSI Afterburner. Notez que nous avons adopté cette façon de procéder il y a peu pour être plus représentatif du système de refroidissement en jeu vidéo, et donc le graphique n'est pas encore très rempli, mais ça ne saurait tarder. Nous constatons que la carte ici a atteint la température maximale de 65 degrés. Si nous laissons le jeu tourner plus longtemps que la durée du benchmark, la carte pourra néanmoins atteindre les 67 degrés. Au niveau de la consommation, tout d'abord, nous le relevons via un wattmètre, donc à la prise, ce qui représente la consommation globale de tout le PC. C'est pour ça qu'en début de vidéo, on a précisé la configuration test que nous utilisons, sinon c'est pas super représentatif non plus. Nous avons eu donc ici un pic à 339,9 watts. Ce pic a été atteint dans le benchmark intégré du jeu Far Cry 5. A titre de comparaison, c'est 38 watts inférieur à la RTX 2070 Super que nous avions testé dernièrement. Passons maintenant aux jeux vidéo. Sous Battlefield 1, comparativement à la RTX 2070, en 1080p nous sommes légèrement en dessous en termes de FPS maximum, mais avec une meilleure moyenne. En 1440p, nous sommes tout juste en dessous en termes de FPS moyen et maximum. Enfin, en 2160p, ça s'équivaut. Sous Battlefield 5, ici nous constatons que nous sommes légèrement derrière la RTX 2070 classique. Sous Project Cars 2, nous nous situons donc au-dessus de la RTX 2070 classique et sous la RTX 2070 Super. Sous Far Cry 5, mis à part en 1080p où nous sommes très légèrement supérieurs à la RTX 2070 classique, nous sommes à peu près équivalents en 1440p et 2160p. Sous Assassin's Creed Origins, les valeurs moyennes ne correspondent pas vraiment aux valeurs maximales, on ne voit pas de schéma logique, bien qu'en 2160p la valeur maximale atteinte est très bonne, la moyenne situe bien notre carte au niveau d'une RTX 2070 classique et sous la 2070 Super. Le constat est semblable en 1440p et 1080p. Dans notre moyenne calculée sur plusieurs titres, cette carte obtient un score de 108,77 points, ce qui la place même globalement devant la RTX 2070 classique. Pour conclure ce test, on va reparler de la tarification. Cette carte graphique Gigabyte RTX 2070 Gaming OC 8Go est donc proposée à un tarif de 459,95 € sur LDLC. Encore une fois, je vous mets les liens pour acheter cette carte graphique dans la description. Ce qui veut dire que comparativement à la carte Nvidia RTX 2070 classique, nous avons ici une 2060 Super qui est quasiment aussi performante, mais pour un prix inférieur. Nous avons donc globalement une RTX 2060 Super, quasiment aussi performante que la 2070 pour un tarif inférieur. C'est donc bien pour cela que la 2070 disparaît au profit de la 2070 Super et la 2080 au profit de la 2080 Super, puisque la 2070 Super est quasiment au niveau d'une 2080 classique. En revanche, attention, la 2080 Ti va rester et il n'y a pour l'instant pas de version Super de prévue. Mais rappelez-vous bien qu'en termes de tarification, la RTX 2070 Super Founders Edition est proposée à un tarif de 529 €, donc on n'est pas très loin en termes de tarifs, mais on est aussi un cran bien au-dessus en termes de performance. Toutefois, d'après Tech Power Up, parce que nous on n'a pas encore pu la tester, face à la nouvelle carte graphique de chez AMD, donc sa nouvelle concurrente, la AMD RX 5700 XT, celle-ci est au même prix, voire légèrement moins chère, tout en proposant 4 à 5% de performance supplémentaire. Alors attention, ça c'est bien, oui et non, parce qu'en contrepartie, la carte AMD serait particulièrement bruyante. C'est pas un problème si vous mettez un waterblock pour passer sous water cooling custom, mais on perd aussi la technologie Ray Tracing, ce qui serait presque dommage maintenant, puisque cette technologie commence à se démocratiser dans les jeux. On a de plus en plus de titres actuels et futurs qui intègrent cette technologie. Donc il faut bien peser le pour et le contre selon votre utilisation.
Au niveau du design, aucune révolution, c'est un design qu'on connaît déjà, qui fait bien son travail, c'est simple mais efficace. En termes de performance, nos benchmarks ont démontré qu'en jeu vidéo, sur les jeux qu'on a testés en tout cas, la RTX 2060 Super est légèrement supérieure à la 2070 classique. Et sous les logiciels de benchmark, de chez UL Benchmark ou Furmark, on constate qu'une fois overclocké, on dépasse les scores stock de la RTX 2070. Donc de notre côté, on aime bien cette carte parce qu'on a un bon rapport qualité-prix. Pour un prix égal ou inférieur, on a les performances d'une RTX 2070. En gros, on a une backplate, ce qui visuellement est pas négligeable. Elle est semi-passive, on passe de 6 à 8 Go de mémoire GDDR6. Mais on a aussi en bundle deux jeux, Control et le nouveau Wolfenstein Youngblood. Ce qu'on aimera moins, c'est la concurrence qui est quand même rude du côté de chez AMD et toujours cette impossibilité de faire un SLI. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description et tout ce qui va avec, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que nous avons relancé notre forum très récemment. Nous vous invitons donc à vous y rendre, à participer, posez vos questions, répondez aux questions des autres. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne pas rater les prochaines vidéos. Et il y a du très lourd en pleine préparation pour cet été. Et n'hésitez surtout pas à commenter pour poser des questions, faire des remarques, des suggestions aussi, pourquoi pas, sur d'éventuels prochains tests par exemple. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.